que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Alors, du point de vue de la loi, le produit étant interdit, les règlements sont clairs. Quelqu'un qui serait surpris dans l'établissement avec le produit serait traduit en conseil de discipline et on peut penser qu'il serait exclu. Par contre, le produit, on n'est pas naïf, il existe, on le sait et on sait que nos élèves le consomment parfois aux abords de l'établissement et c'est comme ça qu'on en est informé. Donc le choix retenu dans l'établissement, il est plus un choix éducatif et j'allais dire de santé publique, d'alerter, de repérer les élèves qui consomment et de leur proposer des rendez-vous avec des partenaires qui vont pouvoir échanger avec eux sur ces questions. Et notamment, le partenariat qu'on a noué, il est avec l'hôpital et l'association Pélican. Donc l'antenne d'addictologie de l'hôpital qui s'appelle ELSA et l'association Pélican qui propose des consultations jeunes consommateurs qui existent partout sur le territoire mais qui ont la particularité ici d'avoir lieu régulièrement au sein même de l'établissement, sous couvert d'anonymat bien entendu. Le cannabis ou chanvre récréatif est une drogue. Il peut se présenter sous différentes formes en fonction de ce qu'on y rajoute. La résine peut être appelée le hashish, le shit, le bédo, le chichon et se présente sous forme de plaques compressées, souvent coupées avec du henné, du cirage ou de la paraffine. L'herbe quant à elle peut être nommée la marijuana, la ganja, la bœuf et correspond à certaines parties de la plante qui sont séchées. Pour ce qui est de la production de cannabis, eh bien c'est un peu partout dans le monde. En Europe, 1% des adultes consomment du cannabis. C'est donc une pratique assez marginale à moins de s'intéresser aux jeunes. En France, au moins la moitié des jeunes ont fumé du cannabis dans l'année. 8% d'entre eux sont des fumeurs réguliers. Cela est dû à l'accessibilité du cannabis à la sortie des lycées. Surtout qu'en France, le cannabis a une concentration du taux de THC nettement plus élevé qu'en Europe. Le sombre résultat de 200 000 décès liés à la drogue tombe chaque année. Les cigarettes, j'ai commencé à début de ma troisième et le cannabis ça a commencé peu après, environ 1 ou 2 mois après j'ai essayé et puis j'ai pas forcément arrêté. J'ai fumé des clopes en 5ème, j'ai commencé les jeux en 4ème. J'ai commencé la clope à 11 ans, j'étais en 6ème et je traînais avec des plus grands, des 99-98. Donc j'ai pas mal été influencé sur ça et le cannabis a suivi à 13 ans, 12 ans. En soirée au début, après j'ai commencé vraiment à fumer à peu près tous les jours à ma première seconde. Donc en 2016, j'avais 14 ans. Et maintenant ça fait depuis mes 14 ans que je fume des jours à peu près tous les jours. Alors j'ai commencé par le cannabis directement. Avec des amis, c'était très tôt, j'ai commencé en 6ème. Je le recommande pas. Ah carrément l'effet de groupe. En 6ème t'as aucun stress, ça sert à rien de fumer. Ah quand j'ai continué à fumer, c'est-à-dire j'ai vraiment fumé en seconde, j'avais des gros problèmes. Et oui, j'ai commencé à fumer pour ça. Et maintenant parce que je ne fume plus. Et je me demande pourquoi je fume. Quand je fumais vraiment, quand j'étais en dépression, je fumais dans les 15 joints par jour. Avant, quand j'étais encore au lycée, j'étais à 5-6 joints par jour. Donc c'était beaucoup. Après, ça a pas mal augmenté quand j'ai arrêté les cours. Vu que j'avais plus rien à faire, je fumais jusqu'à 10 joints par jour. Et là, depuis quelques semaines, je fume 3 joints maximum par jour. Je me limite beaucoup et je fume que le soir. Ça dépend surtout de mes sous. Quand j'en ai suffisamment, je peux tourner à peut-être 30-40 grammes par semaine. Des fois plus, ça dépend. En fait, ça dépend énormément de mon envie. Autant des fois, je peux en fumer énormément, comme autant des fois, je peux ne pas du tout en fumer par jour. Mais en règle générale, ça tourne à environ 8 par jour, quelque chose comme ça. Ou plus, ou des fois moins, enfin ça dépend, mais en règle générale, une moyenne, c'est environ 8 par jour.
Tout d'abord, je suis relaxé, je me sens plus fixé sur mes objectifs. Lorsque j'ai un objectif, je suis totalement concentré dedans, alors que lorsque je fume pas, je suis plus distrait par des choses alentours. Après, ça m'apaise, hein, comme tout le monde. Ça me rend un petit peu plus calme, sachant que de base, je suis un petit peu super actif. Du coup, je bouge pas mal, là, ça permet de me calmer et de me poser. Bah, je suis ramolo, ça tout le monde le sait, hein. Mais je sais pas, je réfléchis, enfin, ça dépend. Mais par exemple, en ce moment, c'est plus, je réfléchis plus. Où Ouais, ça j'arrive t'aide à- sur la création par exemple. C'est ça. Ouais. Je sais que quand je fumais jusqu'à 8 joints par jour, ça t'aide pas à créer, hein. Ça c'est pas un secret. Mais le fait d'en fumer beaucoup moins, ça m'aide à garder les idées claires. On va dire, vu que j'ai des antécédents avec d'autres drogues, ça m'aide aussi à garder le cap vers une vie plus saine. Puis ça m'aide surtout à m'amuser, on va dire. C'est un usage très récréatif. Ça me relaxe, je suis moins énervé, je me prends moins la tête, je réfléchis plus, je suis plus détendu. Voilà. Ouais, justement, tout ça me fait du bien. Ça te pose, ça te relaxe, tu te changes les idées et quand t'es trop speed, ça te redescend. Et après, quand tu prends l'habitude, ça te défonce même plus, c'est juste ça te met bien en fait. Tu vois, t'es pas dans le bas, tu t'endors et tout, t'es juste bien. T'es plus détendu, c'est ça que je kiffe. Voilà. C'est une question que je me suis jamais posée à moi-même en vrai, mais ouais, je pense que je fume parce que j'aime bien ça. Ça me procure un sentiment de plaisir. Du coup, c'est sûrement pour ça que je fume. Ça m'aide aussi à m'endormir le soir, etc. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai des gros problèmes pour m'endormir. Du coup, ça me permet de m'endormir et de me relaxer. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je fumais pour genre, je pensais à autre chose. Donc ouais, pour oublier le stress, pour me poser, pour penser à autre chose et pour dormir aussi, parce que j'ai des gros problèmes de sommeil. J'étais tellement défoncé que je m'en rappelle plus. En France, on peut voir que la cigarette cause 79 000 morts par an. En préambule, ce qu'on peut dire, d'abord, un des principaux dangers du cannabis, ça va être de créer une dépendance tabagique. C'est-à-dire qu'on peut très bien fumer du cannabis à 16 ans, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais on va mettre du tabac dedans. On peut très bien arrêter de fumer du cannabis à 18 ans parce qu'on a autre chose à faire de sa vie, mais par contre, on va rester dépendant au tabac jusqu'à 40 ans. Donc, la dépendance tabagique avec l'influence du tabac sur la santé, là, on est dans du dur et du prouvé. Après, sur le cannabis, donc ça va être très difficile scientifiquement de différencier les effets du cannabis pur et les effets du cannabis plus le tabac, puisque la plupart du temps, ils sont mélangés. Donc, si on parle que du cannabis pur, de ce qu'on a de rationnel et de prouvé, il y a une toxicité pulmonaire, clairement. L'usage du cannabis, même pur, va provoquer de la bronchite, ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive. Donc, c'est un irritant respiratoire. Il y a un risque cancérigène pulmonaire aussi, qui est bien sûr énormément augmenté quand il y a du tabac mélangé. Au niveau cardiovasculaire poumon, donc après circuit cardiovasculaire, donc il y a un risque augmenté prouvé d'infarctus du myocarde en aigu dans les quelques heures qui suivent la consommation, même pour le cannabis pur. Et après en chronique, on a un risque supposé, mais quasi sûr, mais moins facilement prouvable, je parle du cannabis pur, de l'infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Donc là, on est entre le pulmonaire et le cardiaque. Après, un des risques principaux du cannabis, en particulier, et de son principal produit psychoactif, le THC, c'est le risque sur la santé mentale, qui fait partie donc, du corps humain. Là, on s'adresse donc à deux types de choses. D'abord, les fonctions cognitives, donc au niveau de l'intelligence, la vitesse de réaction. On en était donc aux effets donc, du cannabis sur la santé mentale. Donc il y a deux types d'effets en particulier. Il y a les capacités cognitives, donc la cognition sur l'intelligence, etc., l'attention, et les effets, le risque de développer une psychose, donc une maladie psychiatrique. Et donc ces deux risques sont réels et ils sont absolument reliés au rapport de concentration entre les deux produits psychoactifs du cannabis, donc le THC et le CBD. On sait que plus il y a de THC,
plus le risque au niveau psychiatrique est important. Et plus le risque est important si la personne est jeune. Donc c'est aussi un des grands points de la prévention, c'est de prévenir l'usage et l'usage nocif, abusif du cannabis, en particulier chez les jeunes, parce que ça peut avoir une influence. Donc plus il y a de THC et moins il y a de CBD, plus c'est risqué au niveau psychiatrique. Et c'est pour ça aussi que les utilisations des herbes actuelles et des produits de shit et d'herbes qu'on trouve sur le marché actuellement est très préoccupant, puisque depuis 20 ans, on constate une augmentation continue du taux de THC dans tous les produits qui sont en vente. Et dans toutes les herbes qui sont proposées, même à la culture sous forme de graines, puisque par génétique, on arrive à modifier le taux de THC. Donc les capacités cognitives, ça va être donc les capacités attentionnelles, donc la vitesse de réaction, ces choses-là, et la coordination motrice. Ça, on sait que le THC perturbe ça. Et c'est pour ça aussi que d'en découle de ça les difficultés pour la conduite automobile, quand il y a une conduite sous influence, etc. Sur la psychose, il y a une relation entre le taux de THC et le risque de survenue de bouffées délirantes et donc de schizophrénie. Chez des personnes vulnérables, donc il y a un grand problème avec la vulnérabilité. Le cannabis ne provoque pas la psychose, ou en tout cas des bouffées délirantes, mais ça peut intervenir chez des gens qui ont une génétique ou une vulnérabilité particulière. Donc ça mérite d'être très suivi, et ça peut être un des axes de prévention envers certains publics à cibler. Quant à l'alcool, c'est 40 000 morts par an, surtout dû aux nombreux accidents de la route. Je parlais juste avant du risque par rapport à la conduite automobile. Le risque routier est important, donc ça sort du corps humain, mais ça y revient après l'accident. On sait que le risque d'accident est multiplié par 1,5 avec le cannabis, sous influence de cannabis, donc dans les heures qui suivent la consommation. Avec l'alcool, c'est du 8,5. Si on est sous influence de l'alcool, on a 8,5 fois plus de risque d'avoir un accident de voiture. Et si on associe cannabis et alcool, le risque routier est multiplié par 15. Donc cette grande notion de potentialisation des effets du cannabis avec les effets de l'alcool, entre eux, l'un sur l'autre. Et le risque, bien entendu, soit au niveau cognitif, parce que l'alcool est aussi un toxique pour le cerveau, pour l'un, pour l'autre et pour les deux en même temps. En Europe, ce sont les mafias qui se chargent du transport, serbes, albanaises, italiennes, russes, corses ou encore le mieux marseillais. Je vais laisser le youtubeur Mister Geopolitics expliquer ce qu'est le crime organisé. Pour résumer, on peut le comparer à 3 figures naturelles ou mythologiques, la pieuvre, l'hydre et le phénix. La pieuvre car son organisation est tentaculaire et transversale. Par exemple, selon le directeur d'Europol, 20% des passeurs de migrants clandestins en Méditerranée sont aussi des trafiquants de drogue. De plus, même si vous coupez la tête, les bras de la pieuvre restent disséminés un peu partout. En essayant de faire tomber les personnes à la tête d'un réseau, il arrive que ceux qui ne se sont pas fait attraper se disputent pour prendre le pouvoir et décident alors de créer plusieurs nouvelles organisations. Vous coupez une tête et 2 nouvelles repoussent. À chaque fois qu'une organisation est miraculeusement démantelée après des années de lutte, une autre renaît de ses cendres, tel un phénix. Pourquoi ? Car les gens continuent de demander des drogues à consommer, et tant qu'il y a de l'argent à se faire, certaines personnes seront prêtes à prendre le risque pour les leur fournir. La répression des trafiquants ne fait pas diminuer la demande. Pour faire passer la drogue du lieu de production jusqu'au consommateur, c'est un véritable jeu du chat et de la souris qui se met en place, et clairement, la créativité n'a aucune limite. En France, on arrive au constat que la répression est nécessaire mais insuffisante. Car de 1, il est très dur de venir à bout du crime organisé lorsque la demande pour ces drogues reste constante. Et de 2, car certains pays sont à bout de force, et la France en fait partie. Entre les policiers déployés pour faire des fouilles et des arrestations pour quelques grammes, la justice encombrée et les prisons qui saturent, le modèle est à revoir. Le cannabis est la drogue illégale la plus consommée dans le monde. Elle reste potentiellement dangereuse, mais elle remplit un grand nombre de critères pour la rendre légale. Ce n'est pas le cas de la cocaïne et de l'héroïne. Alors, le Pélican, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, c'est-à-dire que du coup, c'est un XAPA. C'est des structures qui sont présentes sur tout le territoire en France. Et le Pélican, du coup, est spécifique sur le territoire de la Savoie.
Quelles sont nos missions? Alors nos missions, c'est c'est le soin avant tout, c'est la prévention et la réduction des risques. Sachant que l'idée, effectivement, du XAPA, on est sur du soin en ambulatoire. Donc on n'a pas de lit, etc. pour accueillir les personnes. Notre siège est à Chambéry et du coup on a une antenne à Albertville. On intervient sur tout le territoire, notamment sur les consultations jeunes consommateurs, qui sont à Albertville le lundi après-midi, à Moutier le jeudi après-midi, et ici à Bourg-Saint-Maurice, en partenariat avec l'équipe de liaison et de soins en addictologie de l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Donc j'interviens avec Madame Chotadier, psychologue. Voilà. Et l'idée, c'est d'accompagner les personnes là où elles en sont proposer d'abord une évaluation sur quelques temps sur est-ce qu'il y a une conduite addictive ou pas, sachant qu'on prend en charge aussi bien les conduites addictives avec produit et sans produit, dont le cannabis. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'accompagner les personnes là où elles veulent aller, soit du coup sur un arrêt, soit du coup sur de la réduction des risques uniquement. Voilà. Alors du coup, le sevrage, si une personne souhaite arrêter ses consommations, on peut l'accompagner, nous, sur des entretiens. Alors comme on est en ambulatoire, du coup, ça va être si elle souhaite arrêter, l'accompagner dans cet arrêt-là. Après, le sevrage, on peut orienter sur de l'hospitalier, si jamais il y a vraiment ce besoin-là. Après, du coup, on est sur une addiction qui est plutôt de l'ordre du psychologique, donc un accompagnement, c'est pour ça qu'on propose aussi un accompagnement avec les psychologues ou infirmiers, enfin voilà, et le médecin aussi peut être présent dans cet accompagnement-là. Voilà. Non, parce qu'on apprend toujours. Enfin, alors, je sais pas, je pourrais pas être affirmative sur cette question-là. C'est-à-dire que du coup, on apprend toujours de ces consommations. Puis j'aime pas ce terme de rechute, pour le coup. Voilà, j'aime pas dire qu'on rechute. C'est pas une rechute, on retombe pas, mais du coup, il y a reconsommation. Et dès lors où il y a reconsommation, s'il y a eu arrêt, c'est que du coup, on a déjà pu expérimenter cette question-là, et du coup on peut être dans une volonté, on se connaît un petit peu mieux sur son arrêt, et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a reconsommé, quels sont les facteurs qui ont amené à la consommation et à la reconsommation, et du coup on peut travailler là-dessus. Après c'est pas un cercle, du coup on part pas, c'est du coup plutôt... C'est plutôt comme ça. Voilà. On est plutôt là-dessus. Alors Elsa, c'est pas une association, mais bon, c'est un détail, c'est une équipe, donc, comme elle a dit, de soins en addictologie, donc c'est hospitalier, on est employé par l'hôpital, on a des financements de l'ARS, et nous, donc, on fait des consultations externes, donc un peu comme le XAPA, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont chez eux, et puis on fait des sevrages à l'hôpital, donc en hospitalisation, principalement du sevrage alcool, parce que l'alcool c'est différent comme produit que le cannabis, et l'alcool, il faut absolument, une fois qu'on est dépendant physique à l'alcool, faire un sevrage à l'hôpital avec des médicaments, parce que ça peut être dangereux, on peut au pire en mourir. Enfin, voilà. Le cannabis c'est pas du tout le même produit, il n'y a pas strictement de dépendance physique, mais la dépendance psychologique est très forte. Donc voilà. Et à l'hôpital on fait aussi des initialisations de traitements substitutifs aux opiacés, à l'héroïne. Voilà. Principalement, c'est ça qu'on fait à l'hôpital. Ouais. Voilà. Et donc, sur le sevrage, sur le produit cannabis, il faut vraiment chercher la fonction du cannabis. En fait, c'est pas, quand on voit le problème de l'extérieur, on se dit oui, il n'y a qu'à arrêter, c'est simple. Mais en fait, non, c'est pas simple. C'est un peu comme le tabac, c'est très addictif. Enfin, le tabac est addictif physique, mais c'est pas si simple. Il faut aller chercher qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a recours au cannabis. Est-ce que c'est juste pour faire la fête? Est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes? Est-ce que ça vient apaiser? Est-ce que c'est pour apaiser une anxiété? Il y a d'autres choses. Enfin voilà, il faut faire un peu la fonction. Une fois qu'on a trouvé à quoi ça servait, on peut trouver d'autres outils pour remplacer.
Après aussi, je pense que c'est une bonne chose parce que lorsqu'on fume, on ne sait pas ce qu'on fume. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, il peut y avoir du pneu, du pétrole, etc. Donc ça permettrait de savoir exactement ce qu'il y a là-dedans et puis ce qu'on fume, de ne pas fumer de la merde. Enfin, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est ce taux de THC qui augmente dans tous les produits. Et ça vient de la mafia qui vend les produits et qui peut choisir en fait le taux de THC que le consommateur. Donc on n'a pas de choix sur les produits et on n'a pas de suivi, que ce soit en qualité ou en dangerosité des produits qui sont mis en vente par la mafia et par les dealers. Donc ça c'est aussi une grande problématique. On sait aussi que dans les arguments, c'est que le cannabis en France et de simples consommateurs de cannabis engorgent la justice de manière considérable. Donc il y a un budget employé par les consommateurs de cannabis qui est absolument terrible sur la justice. Donc on peut penser qu'on pourrait réguler ça se fait ailleurs, soit sous forme d'une dépénalisation comme au Portugal, donc je cite ce qui existe, hein, c'est pas un engagement terrible de ma part. Au Portugal, on a une dépénalisation de toutes les drogues, il n'y a pas de légalisation. Et puis on a l'exemple de l'Uruguay, on a l'exemple de certains États aux États-Unis, en particulier la Colorado, la Californie, qui ont légalisé. J'en sais rien parce qu'en fait, la légalisation, soit tu fumes et t'as envie d'être tranquille quand tu fumes, qu'on ne vienne pas t'emmerder pour ça, chacun fait ce qu'il veut de sa santé. Je pense qu'on fait beaucoup trop une fixette sur le cannabis alors qu'il y a des drogues bien plus dangereuses. On sait très bien que ça n'a jamais tué personne, il n'y a jamais eu de décès causé, que c'est pas une défonce hallucinogène, t'es juste plus lent, c'est pas plus dangereux que fumer des clopes. Et je pense qu'on fait vraiment trop une fixette dessus, on sait que ça peut soigner plein de maladies. Alors, ce que j'en pense, moi, j'en pense pas grand-chose, mais on a des données rationnelles et à peu près calées là-dessus. En France, on a très peu de recherches sur le cannabis thérapeutique. On pourra parler tout à l'heure peut-être de légalisation, donc on pourra revenir sur le cannabis thérapeutique et peut-être de la nécessité. Depuis cette année, il y a eu un engagement pour qu'il y ait des recherches sur le cannabis et donc ses effets thérapeutiques. Les effets thérapeutiques du cannabis, qui sont connus ou plus ou moins connus depuis l'Antiquité. En France, jusqu'à maintenant, on avait un médicament qui avait une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché, donc qui s'appelle le Marinol, qui était qui était réservé au centre antidouleur. C'est du THC synthétique, sans CBD, qui est très très peu utilisé, souvent assez mal supporté par les patients, pour des douleurs la plupart du temps cancéreuses, donc très spécifiques et très peu utilisés. Deux autres médicaments sont dans les tuyaux avec du CBD, donc l'Epidiolex, qui est un traitement de l'épilepsie, de deux formes rares d'épilepsie chez l'enfant, qui n'a pas d'AMM en France pour l'instant, qui a une AMM aux États-Unis, donc autorisation de mise sur le marché, et un médicament, le Sativex, qui est du CBD plus du THC, qui lui a une AMM, mais qui n'est pas encore commercialisé parce qu'il y a encore des discussions sur le prix, et qui va être indiqué et seulement dans les douleurs dues à des contractures douloureuses dans la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique qui donne des contractures musculaires ou des paralysies musculaires. Et quand c'est douloureux, les neurologues, donc des spécialistes, pourront proposer le Sativex qui sera de tête en spray nasal. Tout d'abord, c'est pour soi, c'est une liberté individuelle. On fume si on en a envie. Et je pense que c'est pas quelque chose de mal, donc il faudrait plus aller vers une dépénalisation. Et le fait de posséder de faibles quantités, tout en sanctionnant la vente et la production. Et encadrer justement la distribution. Puisqu'une dépénalisation, ça permettrait à tout le monde de fumer chez soi s'il le veut, mais pas de gêner d'autres individus, par exemple, à fumer à l'extérieur, et à ce que d'autres individus, par exemple des enfants, des personnes âgées, etc., qui ne souhaitent pas fumer et profiter de ça, de les laisser dans leurs droits et que le fumeur puisse fumer, mais dans des coffee shops, par exemple, comme à Amsterdam ou au Canada, ou un petit peu de partout maintenant, et de pouvoir vraiment que ça soit encadré et bien fait. De consacrer tout le budget, c'est une idée que j'ai, j'en sais rien, moi je suis que docteur au fin fond d'une montagne des Alpes. Tout le budget de la répression, on pourrait le consacrer à la prévention, en rappelant que la grande dangerosité de l'usage du cannabis chez les jeunes et chez les personnes vulnérables, et donc faire une prévention ciblée qui serait absolument efficace, puisque
qui pourrait être au moins en tout cas efficace, puisqu'on pourrait parler d'un produit qui ne serait plus interdit, donner des conseils de prévention, alors que là on ne peut pas, puisque c'est interdit, on ne peut pas donner des conseils sur l'utilisation. Donc le budget de la répression, il pourrait passer à la prévention, contrôler ce qui est vendu, surtout en termes de teneur en THC, et puis de suivre un peu ce qui se passe et d'avoir des politiques adaptées, alors que là on n'a pas de politique adaptée puisque c'est interdit. Dernièrement, on peut mettre comme cinquième roue du carrosse, c'est que si on pourrait consacrer peut-être plus d'énergie à la recherche sur le potentiel thérapeutique du cannabis dans le cadre d'une légalisation. Alors, du coup, moi j'ai envie de dire, la légalisation, elle permettrait peut-être d'avoir plus de financement pour la prévention, ce qui serait pas un mal. Parce que du coup, on serait sur un produit licite et ça permettrait peut-être justement d'avoir cette question-là. Après, voilà. Pourquoi légaliser ça et pas la coke? Enfin, alors j'ai envie de dire, après on risque d'être sur un débat. Et puis on dépénalise ou on légalise, il y a toute cette question-là aussi. En tout cas, la prohibition de l'alcool n'a pas fait moins consommer les gens. Sachant qu'on est dans un pays où la loi est la plus stricte concernant la question du cannabis, en tous les cas en Europe, et on est les plus gros consommateurs. Alors voilà, après moi du coup... Donc est-ce que c'est qu'un problème de légalisation ou plus... Parce que les addictions quand même, globalement, ont beaucoup de liens avec la gestion des émotions, avec tout ce qu'on peut apprendre comme habileté sociale, ce qu'on peut aussi, par exemple, consommer de l'alcool pour être plus à l'aise en société, parce qu'on va avoir de l'anxiété sociale. Enfin, voilà, le débat est peut-être plus large que légaliser ou pas légaliser. Il y a peut-être des choses à voir dans notre façon d'éduquer, dans le système scolaire, dans plein de choses qui font que la France est plus dans la consommation de cannabis. Voilà, c'est quand même plus compliqué que c'est permis ou c'est interdit. Ouais. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, voilà, sur cette question de prévention, est-ce qu'il y aurait plus d'argent ou pas, mais du coup on peut se questionner là-dessus. Après, de là à dire il faut légaliser pour légaliser, qu'est-ce qu'on en fait de cette légalisation Est-ce qu'on aura plus d'accès aux soins? Je sais pas. Est-ce que du coup... ça n'empêche que quoi qu'il en soit, je pense que qu'il y ait légalisation ou pas, la consommation restera interdite au volant. Enfin, soyons clairs, je pense que du coup, je vois pas comment on pourrait ne pas... Et donc, la question, elle resterait, quoi qu'il en soit, comme avec l'alcool, sur quand je consomme, est-ce que je mets les autres en danger, est-ce que je me mets en danger, voilà. Et j'ai envie de dire, moi, c'est pratiquement ce qui m'importe le plus dans cette question-là. Ouais, puis l'alcool, c'est pareil, l'alcool est légal, il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, qui vont avoir des consommations nocives, pathologiques, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de gens qui ont une consommation d'alcool festive et qui n'ont pas de dommages sur la santé. Même si, au premier verre d'alcool, on peut se dire qu'on se met déjà à mal vis-à-vis de la santé. Mais après, voilà, on prend des risques tous les jours, on compose aussi avec ça. Dans tout ce qui est cité de France, etc., il y a énormément de trafic de cannabis, qui est la première source de revenus quasiment dans les cités, donc tous les jeunes, idyles, etc. Et ça cause énormément de problèmes, de gangs, de meurtres. Donc au final, le cannabis peut créer des meurtres en Colombie, avec toutes les exportations de cannabis, etc. Ça peut créer énormément de dangers, de conflits, de meurtres, etc. Donc d'un côté, ça permettra de sécuriser et de moins faire de meurtres liés aux gangs et au trafic de drogue, même s'ils pourront se dériver vers d'autres drogues telles que la cocaïne, etc. Mais ça pourrait stopper les morts liées au trafic du cannabis déjà. Un énorme avantage économique. On sait qu'il y a énormément de gens qui fument en France et pourtant c'est toujours autant interdit qu'avant. Alors que ça devrait être plus souple. Je dis pas forcément légaliser, mais au moins décharger les gens d'avoir des peines, quoi. Et je pense que la légalisation, ça serait pas. Je pense qu'il y aurait des bons côtés aussi. Ça ouvrirait un secteur économique, ça créerait de l'emploi et voilà. Je pense que c'est une drogue qui est pas assez dangereuse, pas comme ils veulent nous le faire croire en tout cas. Non, pas forcément. C'est au même titre, enfin je veux dire, la plupart des héroïnomanes, ils ont commencé par l'alcool. C'est pas, il n'y a pas forcément une escalade. Après, ça va être cas particulier, mais du coup, on reste quand même sur un produit.
ce à quoi on est confronté. Est-ce que du coup, dans mon espace, avec mes copains, il y a d'autres copains qui consomment d'autres produits? Est-ce que du coup, je vais avoir des tentations? Ça va être cette question-là. C'est-à-dire que du coup, est-ce que chaque personne est dépendante de... Il y a toujours, les personnes ont toujours un produit privilégié, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont consommer de l'alcool et le cannabis, ça les attire pas du tout. Il y en a, ça va être des produits comme la cocaïne et ils toucheront rien d'autre, où il y a des polyconsommations. Une étude estime qu'une légalisation du cannabis en France apporterait 400 000 nouveaux fumeurs, soit une hausse de 71%. Des chiffres plutôt importants alors que l'organisme qui a réalisé cette étude est pourtant en faveur de la légalisation. Après, je pense que le cannabis, si ça serait légalisé, ça donnerait l'accès plus facilement à peu près tout le monde. Donc ça pourrait peut-être encourager des personnes à fumer, ce qui est une mauvaise chose. C'est pas quelque chose de super non plus parce que ça voudrait dire banaliser le cannabis, comme l'alcool est banal aujourd'hui. Ce qui est pas non plus banal de fumer, hein, faut se le rappeler, comme de boire. Après, au niveau économique, je pense que ça serait un bon point. Puis après, c'est un point très partagé à mon avis en fait, surtout que ça mettrait les dealers, on va dire un peu à la porte. Donc ça veut dire qu'ils commenceraient à vendre d'autres substances plus dangereuses, plus nocives, plus addictives. Une clientèle à peu près toujours ciblée dans le même cercle qu'ils ont, mais donc ça voudrait dire peut-être plus de gens qui tomberaient dans l'addiction de drogue dure. Mais après, d'un autre côté, je connais beaucoup trop de familles qui n'ont pas d'argent, qui touchent le RSA, qui n'ont pas d'argent, et du coup, en vendant du cannabis, ils arrivent à s'en sortir pour payer des études à leurs enfants, manger, tout ça. Donc je ne sais pas s'il faudrait légaliser ou pas légaliser. Enfin, la loi française, qui est si on compare aux pays qui sont un peu autour de nous, la loi française est quand même la loi la plus répressive quasiment en Europe sur le cannabis, par rapport à l'usage du cannabis, sans parler du trafic, etc. Et donc ce constat, il est là, c'est qu'on a la loi française en Europe qui est la plus répressive, et on a les taux d'expérimentation et d'usage du cannabis chez les adolescents et chez les adultes les plus forts en Europe quasiment. Depuis 20 ans, le taux d'expérimentation ne cesse d'augmenter en France. On arrive en France à 40% d'adultes donc, qui ont expérimenté, donc au moins une fois dans la vie, le cannabis. Dans les autres pays européens, on est en dessous de ça. Et si on a des enquêtes absolument consistantes, en particulier une enquête qui a lieu tous les 4 ans lors de la journée d'appel à la défense à 17 ans, qui nous montre que 45-47% des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis au moins une fois. Ça fait 1 sur 2. Il y a que dans une classe de 30 en terminale, il y en a 15 qui ont déjà testé, au minimum. Donc, en fonction du milieu social, enfin, d'autres facteurs sociologiques. Donc, une politique très répressive et un échec patenté sur la consommation, sur l'expérimentation, ça c'est extrêmement clair. Et voilà, c'est un avis qui est absolument rationnel, c'est même pas mon avis, c'est la réalité. Ce qui est incroyable avec le cannabis, c'est que tout le monde est d'accord pour changer notre approche répressive. Mais personne n'est d'accord sur comment la changer.